Bonsoir à tous, ou bonjour. Bienvenue à cette nouvelle édition de DECAI. Vous l'aurez remarqué, je parle français parce que notre invité est un Français, Jean Mathieu, ex-directeur de l'Institut français d'Haïti et actuel directeur du Centre d'art. Monsieur Mathieu, comment allez-vous? Ça va bien, et vous? Eh bien, on essaie de se maintenir, je suis content de vous accueillir ici. Moi, je suis content d'être avec vous. Le plaisir est pour moi. J'ai un petit pincement parce que cette interview sera une interview bilan d'une expérience de 7 ans en Haïti. C'est une page que vous allez tourner, vous laissez définitivement le pays. Avec vous, donc, on saisira l'opportunité de sonder votre héritage, de parler de cette histoire d'amour avec Haïti, avec sa culture, avec son peuple. Vous avez épousé une Haïtienne, vous avez un enfant qui est né ici, en tout cas qui vit ici avec vous, oui. Et là, vous partez. On va aller avec vous sur ce terrain-là, savoir pourquoi vous partez. On va essayer aussi de découvrir ou de redécouvrir qui vous êtes. Vous avez succédé ici à de grands directeurs de l'Institut français. Il y a M. Lévy, il y a Corinne Michaeli. Vous avez succédé exactement à Corinne Michaeli, l'Institut français ici. C'est un espace de vie, c'est un lieu de rendez-vous. Et en regardant cette interview, je pense que certains vont avoir un tout petit pincement. Mais bon, la question, elle est peut-être indiscrète, mais pourquoi ne pas la poser? Pourquoi est-ce que vous partez, Jean Mathieu? Je pars pour des raisons que beaucoup comprendront, mais c'est le cœur lourd. Si vous avez un pincement, moi c'est le cœur lourd que je pars, mais pour parler en vérité, la situation telle qu'elle est en Haïti actuellement m'inquiète un petit peu. Et j'ai un enfant de 20 mois et en famille, on préfère que cet enfant vive dans un de nos deux pays, c'est-à-dire que Haïti est l'un de nos deux pays, mais j'ai aussi des attaches en France et on estime que pour le moment, et vu son âge en famille, on pense que c'est mieux pour lui de grandir en France, de pouvoir faire des choses très simples de la vie, c'est-à-dire se balader dans la rue, aller au parc, pourquoi pas aller au cinéma et vivre en sécurité et sans paylock, sans manifestation, sans kidnapping, dans une situation politique plus ou moins stable. Bref, tout ce qui nous manque un peu ici actuellement et qui, ces derniers mois, ont grandi, se sont développés et on a vu ces choses-là grandir avec inquiétude. Et donc c'est depuis quelque temps qu'on a mûri cette décision de partir, mais c'est vraiment le cœur lourd parce que ce pays est en nous, de toute façon il ne nous quittera pas et on ne le quittera pas comme ça, mais voilà, temporairement en tout cas, je dis temporairement parce que je ne sais pas, mais en tout cas nous partons. On va au cours de cette émission savoir qui vous êtes ou redécouvrir votre parcours, le travail que vous avez fait au niveau de l'Institut français, au niveau du Centre d'art, et regarder avec vous comment se portent les différents secteurs, que ce soit la musique, le théâtre, les débats d'idées, le cinéma, l'industrie culturelle dans sa globalité. Avec vous aussi, on va revenir sur le Centre d'art, sur le travail que vous avez fait à Centre d'art, sur l'exposition REL, qui pratiquement a été l'une de vos dernières grandes réalisations. Si je puis m'exprimer ici, on parlera de ces peintres qui ont exposé et ébloui le tout Port-au-Prince par rapport à la richesse de leur créativité. On parlera avec vous de l'avenir du commerce, des arts, la peinture, le marché des arts, l'urgence de la formalisation et aussi quelles sont les perspectives selon vous par rapport à cette immense expérience de 7 ans que vous avez passé en Haïti pour ces différentes formes d'expression, ces différents secteurs. Mais d'abord, pour que l'interview ait aussi un caractère pédagogique, est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs qui est Jean Mathieu? Bon, je ne sais pas si je le sais moi-même, mais... J'espère que vous le savez. Bon, en tout cas, vous l'avez dit, ça fait 7 ans que je suis en Haïti. Donc je suis arrivé en septembre 2014 ici pour prendre la direction de l'Institut français en Haïti. Direction que j'ai eue à ma charge pendant 5 ans. Et ensuite, j'ai enchaîné directement en septembre 2019, jusqu'à maintenant, à la direction du Centre d'art. Mais auparavant, avant Haïti, j'ai eu différentes expériences, notamment dans le réseau culturel français à l'étranger. J'ai été attaché culturel à Rabat, au Maroc. J'ai été directeur de l'Institut français de Gaza, en Palestine. J'ai été en poste aussi au Centre culturel français à Jérusalem. J'ai eu d'autres aventures en Afghanistan, à Kaboul, plutôt dans un contexte humanitaire, dans ce cadre-là. Et puis j'ai aussi travaillé dans le privé en Suisse, dans la production de spectacles du monde. Et puis encore avant ça, j'ai travaillé à la Réunion des musées nationaux en France, à Paris,
où j'étais en poste à l'agence photographique de la Réunion des musées nationaux. C'est une agence qui fait les photos de toutes les œuvres d'art qui sont conservées dans les musées nationaux français. Et avant ça, juste avant ça, j'avais fait un parcours d'études d'histoire de l'art qui m'a amené jusqu'à un Master 2 d'histoire de l'art à la Sorbonne, voilà, à Paris. Et si on remonte encore plus, eh bien, je viens de Bretagne, dans le Finistère. Ah, okay. Donc finalement, entre Haïti et mes origines d'enfance, il y a juste un océan, puisque face à ma maison d'enfance, c'est la mer. C'est la mer. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Haïti? Alors Haïti, c'est une longue histoire. Je crois que ça faisait longtemps que je voulais venir ici. C'est marrant parce que quand j'avais fini un de mes premiers postes à Jérusalem, en Palestine, j'avais déjà demandé si c'était possible. Il y avait un poste qui se libérait au Cap Haïtien, à l'Alliance française du Cap Haïtien. Puis finalement, ça ne s'était pas fait à ce moment-là. J'ai vaqué à d'autres postes, d'autres pays. Et puis Haïti continuait à m'habiter. J'ai découvert Haïti, figurez-vous, par des poèmes de René Philoctète. Alors c'est quand même assez intéressant, dans les années 2003-2004 je crois, j'étais tout jeune, 24-25 ans, et c'est comme ça que je suis entré en Haïti si on veut. Et puis je me souviens aussi, alors que j'étais en poste à Gaza, dans des situations assez dures à vivre à Gaza aussi, hein, un blocus, une situation de guerre, etc. Et pourtant je me suis réveillé un matin, le 13 janvier, parce qu'avec le décalage horaire c'était comme ça, le 13 janvier 2010, et j'ai ouvert les chaînes comme le monde entier en découvrant le terrible séisme, et voilà, Haïti continue à m'habiter. J'avais ce drame en moi du tremblement de terre qui était dans cet écran de télévision, et je me disais bon, décidément quelque chose m'attire vers ce pays, et j'aimerais y aller malgré ce drame qui venait de se dérouler. Les années ont encore un peu passé, puis finalement voilà, j'ai pu y accéder, et entre-temps j'ai nourri ma culture, si on veut, littéraire, au moins plastique et musicale aussi d'Haïti, et ça m'a permis d'arriver ici en ayant une connaissance en tout cas un petit peu plus approfondie, mais je pense en toute humilité que même après 7 ans, je reste un ignare de la culture haïtienne et des mœurs haïtiennes. Bon, si vous le dites, mais je pourrais avoir une toute petite contestation. Vous avez donc succédé à Corinne Michaeli, oui, qui s'était bien imprégnée, qui s'était bien installée, qui est partie comme vous avec le cœur lourd. L'Institut français après Corinne, comment est-ce que vous aviez vécu ce challenge? C'était effectivement un challenge parce que Corinne avait mené beaucoup d'actions. Elle était arrivée peu de temps après le tremblement de terre. Elle a relancé un institut qui avait eu aussi ces drames et qui s'était effondré pendant le tremblement de terre. Donc elle a monté beaucoup d'actions, elle a fait beaucoup de choses au niveau de la musique notamment, mais aussi des conférences. C'est elle qui a fait revenir Étonnant Voyageur ici. Elle a quand même beaucoup œuvré et c'est vrai, un challenge à relever. Donc moi j'ai essayé dans un premier temps d'aller à la rencontre de tous les partenaires. Je pense qu'ici en Haïti, ce qui est fort, c'est bon, cet institut est important, c'est un lieu vraiment de carrefour culturel pour Port-au-Prince, mais il vit aussi par tous les partenariats qui peuvent exister avec les festivals, le Pape Jazz, Quatre Chemins, En Lisant, les musiques du monde, les rencontres des musiques du monde. Tout ça, j'ai vraiment voulu soit continuer ces partenariats, soit en développer de nouveaux. Et je pense que la trame de mon action durant ces 5 ans, c'était vraiment ça, de nouer ces liens, soit en faisant venir des artistes français pour les faire rencontrer des artistes haïtiens et faire des créations communes, soit en renforçant encore des compétences, en faisant venir des experts de France, etc., pour renforcer le professionnalisme de ces festivals ou des techniciens qui les accompagnent. Voilà, j'ai essayé d'accompagner tout ça, et c'est vrai que beaucoup de liens se sont soit créés, soit renforcés avec ces festivals, et l'Institut était devenu, grâce à Corinne, puis un peu par mon action, un rendez-vous important de tous ces festivals et un partenaire important aussi. Vous avez évoqué ces festivals, est-ce que vous seriez d'accord à dire que ces festivals ont été des grands moments de votre tenue, si vous voulez, à l'Institut français? Ah oui, c'est sûr, des grands moments, des grands rendez-vous, et puis c'est vraiment des très grands souvenirs. Grâce à ces festivals, on a vu passer des grands artistes internationaux, haïtiens, français et autres, quoi. Et je pense que ça, c'est à la fois fort pour nous, partenaires, pour les festivals, mais aussi pour le public, et puis pour les artistes qui viennent ici. Tous les artistes français que j'ai pu faire venir ici en Haïti, ils sont ressortis avec une
une expérience incroyable et avec dans leur cœur quelque chose d'Haïti qui les bouleverse encore. Quoi. Donc il y a eu des moments marquants, de vrais moments marquants. Ah, vraiment, oui. De partage, d'échange, d'imprégnation et aussi de transmission aussi, je suppose. De transmission, ça c'est un pilier important hein, du travail de l'Institut français et puis du Centre d'art, là où je suis maintenant. D'échanges, j'ai des souvenirs incroyables du pianiste Laurent de Wild, par exemple, à l'Institut français, qui avait fait une performance avec un rara. Et on était tous à se demander au début de la performance que ça allait donner, ce piano jazz venu de France avec ce rara. Et ça a donné une expérience totalement bouleversante où la performance a pris 15, 20 minutes, une demi-heure. Et le public s'est levé et s'est enflammé. Et c'est là vraiment... C'est une découverte. Au niveau rythmique, c'est... Ah, c'était inédit, mais c'est aussi des moments où on se dit, ben, rien ne vaut ces rencontres des cultures. C'est vraiment là qu'on parle le mieux en humanité. Et je crois que la force haïtienne, justement, on le voit beaucoup dans le Pape Jazz, mais dans les rencontres de musique du monde aussi, à Quatre Chemins, tous ces beaux festivals qui réussissent à faire venir du monde ici. On voit bien là que Haïti a une force incroyable d'accueil et d'exportation de sa culture et de son art. L'Institut français est un lieu de vie, de partage, c'est un carrefour, pour reprendre votre mot. Pendant ces 5 années, vous avez fait ce qu'il fallait pour tenir le flambeau. J'ai essayé en tout cas, à ma petite mesure, mais je l'ai fait, je crois, avec beaucoup de passion. J'ai beaucoup aimé cette mission de 5 ans à l'Institut français. J'ai beaucoup aimé tous les gens que j'y ai côtoyés, tous ces artistes justement dont je parlais, tous ces partenaires qui sont pour certains devenus des amis. Et j'ai aimé les voir en 5 ans, année après année, voir comment les festivals évoluaient, comment ça devenait des rendez-vous importants de la scène mondiale aussi. Tout ça était passionnant, vraiment, et je pense que l'actuelle directrice de l'Institut ne pourra pas dire autre chose non plus. Autre chose. Souvent, quand je pense à Lévi, quand je pense à Corinne Michaeli, je pense en termes de legacy. L'héritage Lévi, l'héritage Corinne, l'héritage Jean-Mathieu est quoi, selon vous? Bon, c'est une question qui peut être gênante. Je ne sais pas si j'ai l'orgueil d'y répondre. J'espère. Je ne sais pas, peut-être d'avoir joué à ma mesure une carte qui permettait de solidifier ces festivals et leur partenariat avec la France peut-être et avec l'Europe en général, parce qu'il y a aussi un festival important qu'on avait développé qui était la Semaine de l'Europe, où on a fait venir des artistes importants. Oxmo Puccino par exemple, qui était quand même un très grand artiste. Peut-être oui, d'avoir su renforcer ce pont important des cultures entre l'Europe et Haïti. Quel est votre regard sur les différents secteurs? Là, les différents festivals touchent différents secteurs, musique, théâtre, débat d'idées, cinéma. On va d'abord aller pour la musique. Bon, la musique, c'est quand même peut-être le secteur, sans vouloir offenser les autres, mais le plus actif sur la scène artistique haïtienne. Et puis au niveau de l'industrie culturelle, c'est peut-être le secteur le plus performant et le plus rentable. Là, je parle plus en termes économiques. Et là, il y a quand même des festivals de haute qualité, là, pas seulement à Port-au-Prince, mais aussi en province. C'est vrai que le Pape Jazz a une renommée. La réputation du Pape Jazz n'est plus à faire. Il n'est plus à faire. On les rencontre des musiques du monde aussi. Ils ont même réussi cette année, malgré le Covid, à trouver des formats innovants. Je crois que là, il y a aussi un formidable travail là-dessus. Non, vraiment sur la musique, le secteur est solide. Ce qui est marrant avec certains groupes haïtiens, et peut-être les Haïtiens ne le savent pas assez, c'est que beaucoup de ces groupes se performent plus à l'étranger qu'ici. Je pense à Tabou Combo par exemple, il fut un temps, en tout cas, il performait énormément en Guadeloupe ou même en France, et parfois plus qu'ici. J'ai souvent envie de dire que le premier produit d'exportation d'Haïti, c'est la culture, et notamment sa musique. Souvent, vous allez en France, vous prenez un taxi et vous entendez de la musique haïtienne. Alors, pas mal de chauffeurs de taxi sont haïtiens, mais malgré ça, c'est une musique qui est assez répandue en France. Théâtre, nous savons qu'il y a le festival Quatre Chemins. Il y a beaucoup de conservatoires. Il y a une force, une volonté qui demande un peu plus d'encadrement pour pouvoir exploser et faire plus. Plus d'encadrement, c'est sûr, même s'il y a un formidable travail mené, notamment par Guy Régis Junior et son festival, mais il manque peut-être aussi, et là c'est le cruel constat depuis 2010, d'une infrastructure, d'un bâtiment. On n'a plus de théâtre bien droit sur ses murs. C'est-à-dire que le théâtre national existe, mais enfin plus personne va dans cette zone, encore moins actuellement.
il y a le Triomphe, mais le Triomphe est assez peu adapté pour le théâtre et plus grand monde va là non plus actuellement, il ne faut pas se voiler la face. Donc on manque quand même d'une vraie salle. Il y a la petite salle de Focal qui convient des petites formes, mais on n'a plus de vraies belles salles avec toutes ces infrastructures que du théâtre contemporain demanderait, d'éclairage, de coulisses, etc. Et ça demande politique culturelle, investissement public, partenariat public-privé ou partenariat avec des coopérants internationaux pour se doter de ces infrastructures de façon à pouvoir permettre à ces artistes, à ces comédiens, à ces dramaturges d'exploser un petit peu plus? Bon, moi je pense que si c'était une initiative purement locale, ce serait encore mieux. Qu'avec des partenariats internationaux, c'est toujours mieux. Je pense qu'Haïti a les moyens d'avoir une politique d'État culturelle importante, de pouvoir créer cette structure. Et il y a beaucoup de structures d'associations ici qui, se mettant au coude à coude, pourraient aboutir à ça. L'argent pourrait venir de l'international. Hein. Bon, pourquoi pas, il y a des mécènes qui seraient prêts, je crois, à soutenir un théâtre pour Haïti. Mais je pense que l'initiative et le porteur de projet doit être purement haïtien. Est-ce qu'il y a des vérités à se dire à ce niveau pour qu'il y ait plus d'ambition et des investissements publics dans ce secteur? Je ne sais pas si elles sont suffisantes, en tout cas, ces velléités. Avec le Triomphe, il y avait peut-être une ambition au départ, mais qui était plus un cinéma quand même. Sur une vraie salle de spectacle en Haïti, je n'ai pas encore vu de vrais projets aboutir, hein, malheureusement. Je sais que l'Institut français, le projet n'est pas abandonné du nouvel Institut français qui a été promis par François Hollande lors de sa venue en mai 2015. Il avait promis la reconstruction de l'Institut français sur le site des Lauriers, à Bourdon. Et dans ce site-là... Donc ce projet est toujours d'actualité, je crois. Alors là, il faudrait demander à l'ambassade et à la directrice de l'Institut français en Haïti. Je crois comprendre qu'il est toujours d'actualité. Ce type de dossiers prennent du temps aussi. C'est des investissements, de l'argent, les crises que traverse le monde actuellement ralentissent. La lourdeur bureaucratique aussi. Voilà, tout ça ralentit. Mais je crois qu'il y avait cette ambition et dans les plans du projet, il y avait une salle de spectacle. Et ce serait tant mieux d'avoir cette infrastructure. Pendant vos 5 ans à l'Institut français a continué à accueillir des grandes conférences, que ce soit des journalistes, des intellectuels, étonnants voyageurs qui sont là pour porter la parole de la littérature et de la production littéraire aussi. Oui, on a eu des vrais beaux noms à passer dans les murs de l'Institut français. Étonnant voyageur, évidemment, on y pense d'autant plus que Michel Lebris est décédé il y a peu, le fondateur d'Étonnant voyageur, qui avait lui aussi un bel amour pour Haïti. Et qui était d'Haïti. Qui était là pendant le tremblement de terre, et qui devait tenir ce festival pendant le tremblement de terre. Dany Laferrière est passé dans nos murs. Alors Dany Laferrière, il est évidemment haïtien, mais un peu canadien, un petit peu français aussi maintenant. Lui, il appartient au monde un petit peu plus. Même s'il est un immortel de l'Académie française. Oui, mais on a des grands souvenirs de conférences avec lui à l'Institut. Marie Dariussec, qui est quand même une grande plume. Edwy Plenel, qui est passé. Philippe Charlier, récemment, qui est un peu plus récemment, qui était venu parler des zombies, des morts célèbres. Edwy, c'était dans le cadre de Livre en folie. Edwy Plenel, oui. Exact. Livre en folie aussi, ça c'est un des autres partenariats importants que l'Institut a toujours nourri, en accueillant des conférences, en ayant un petit stand sur le lieu même de Livre en folie. Ça fait partie de ces festivals littéraires qui sont incontournables. Et quel est votre regard sur la littérature haïtienne ? Alors, on parlait de musique, la littérature, là aussi, a un poids incroyable. Haïti est un petit pays, au sens géographique du terme, mais a une production littéraire absolument vertigineuse. En tout cas, dans le milieu francophone, c'est un poids presque écrasant. Quand on voit les Trouillot, les Lahins, les Gary Victor, c'est une littérature quand même qui s'exporte incroyablement et qui, en France, est beaucoup lue, beaucoup commentée, beaucoup critiquée, au sens positif du terme, et qui est même demandée, enseignée. Vous avez Yves Chemla qui est un amoureux lui aussi d'Haïti, qui a effectué plusieurs visites, qui enseigne sur la littérature haïtienne. Vous avez Yannick Lahins qui a tenu une chaire au Collège de France, une chaire prestigieuse. Là, les relations... Je crois que c'est Louis-Philippe d'Alembert. Louis-Philippe d'Alembert qui a une chaire à Sciences Po. Vous ajoutez à ça Dany Laferrière qui est à l'Académie française. Il y a quand même une relation incroyable, mais qui là est véhiculée par la langue. C'est Dany Laferrière qui en parle aussi comme ça, qui dit que le français est un trésor de guerre d'Haïti, et je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir, et que c'est beau de continuer à nourrir cette relation par la francophonie et par
la manière si belle qu'ont les écrivains haïtiens de porter cette langue. Et beaucoup de ces écrivains sont publiés chez des éditeurs français, et pas des moindres, Actes Sud, Gallimard, Guy Régis Junior, avec qui on avait une performancière, proposait son dernier livre publié chez Gallimard. Enfin, il y a une vraie grande belle histoire quand même entre tous ces écrivains et la francophonie et la France. Haïti, 7e art, c'est galères et difficultés. 5 ans à l'Institut, 2 ans au Centre d'art, bon, plus à l'Institut, regard sur le cinéma. Le cinéma haïtien, alors là pareil, il y a des belles écoles, il y en a une belle notamment à Jacmel. Ciné-Institut. Le Ciné-Institut. Il y a des beaux réalisateurs aussi. Il y a actuellement un film qui se tourne et dont on parle plus pour une histoire malheureuse de deux Dominicains kidnappés. Mais Bruno Moural et les studios Musca font un travail formidable pour le cinéma. Leur dernier film, Cafou, qui est une espèce d'avant-projet du film qui tourne actuellement, est un film remarquable qui a tourné sur beaucoup de festivals internationaux, qui est vraiment de haut standard. Je pense que le cinéma haïtien a besoin d'un coup de pouce là aussi, mais aussi besoin d'une infrastructure. Pareil, les films, où est-ce qu'on les montre en Haïti actuellement? Il y a Rêve Cinéma, Le Triomphe, ponctuellement, quelques festivals réussissent à s'y infiltrer, à Focal, à l'Institut français, mais ça reste quand même pas les belles salles comme on en voit aux États-Unis ou en France. Donc il faut faire place à la vie pour découvrir toutes ces expressions. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Mais le cinéma fait partie de la vie, et je pense que, certes, les routes, l'électricité, la santé, mais la vie sans angoisse, sans peur d'être kidnappé, de recevoir une balle. Bien sûr. Vous aviez décrit ça. Mais vous savez, malgré ça, malgré cette insécurité qui règne là actuellement, je suis surpris de voir la fréquentation qu'il y a des événements culturels, justement parce que je pense que les gens étouffent tellement de cette insécurité que par moment ils ont besoin de venir respirer face à du théâtre, à une exposition, etc. C'est aussi une forme de révolte aussi par rapport à oui, et de résistance. Par rapport à tout ça. Pendant vos 5 ans à l'Institut français, vous aviez réalisé des expositions. Oui, alors c'est un des vernissages. C'est des vernissages, des expositions. C'est un des métiers de l'Institut. Il y a une petite salle qui s'y prêtait assez, qui est ce qu'elle est, mais que les artistes aimaient assez. Et c'est vrai que l'Institut a une aura et un rayonnement qui faisait que ces expositions avaient un certain écho. Je pense notamment à une des expos de Tessa Mars. C'était à l'époque sur son projet Tessaline qui avait fait un beau succès. Je pense à une quasi-rétrospective de Franz Zéphirin où il avait notamment exposé une toile monumentale et dont les gens se souviennent. Il y avait eu des projets avec le Centre d'art aussi déjà à l'époque, une exposition sur un travail de Mario Benjamin, beaucoup de choses. David Boyer avait exposé aussi, des beaux projets. 5 ans à l'Institut, comment est-ce que vous avez fait la transition? Comment est-ce que vous avez tourné la page Institut français et vous a donné à cette occupation à diriger le Centre d'art? Bon, la page ne se tourne jamais totalement puisqu'il y a des partenariats entre le Centre d'art et l'Institut, donc je continue à avoir une forme de collaboration avec l'Institut et avec sa directrice. Après, il faut laisser place, il faut aussi se décharger et laisser... Donc en laissant l'Institut français, vous n'êtes plus fonctionnaire de l'État français? Alors moi, je n'ai jamais été fonctionnaire de l'État français, j'ai un statut de contractuel, c'est-à-dire que l'État français m'emploie occasionnellement. Voilà. Donc je ne suis pas à vie... Il n'y a pas d'astreinte administrative. Voilà, c'est ça. Mais je peux tout à fait à l'avenir revenir dans un autre institut. Dans un autre contexte. Maintenant, Centre d'art, comment c'est fait Alors, au Centre d'art, là, pareil, j'ai dû, vous parliez de l'héritage que j'ai dû prendre de Corinne Michaeli, là, j'ai dû faire suite à l'héritage de Louise Perrichon au Centre d'art, elle avait fait un travail important, parce que là aussi, le Centre d'art s'était effondré pendant le séisme. Les 5000 œuvres de la collection étaient enfouies dans les décombres, et tout ça a dû être sauvé, récupéré, conservé, protégé, restauré, et abrité dans des locaux provisoires. Donc moi, je suis arrivé à un stade où le Centre d'art avait réussi à renaître de tout ça, reprenait ses activités, ses cours, ses activités culturelles, ses expositions. Et donc tout ça a été un peu relancé. Et moi, je suis arrivé à un stage plus où le Centre d'art arrivait à un moment de réinvention. Pourquoi réinvention? C'est-à-dire qu'il y a un projet de relocalisation du Centre d'art. Nous avons racheté une grande villa gingerbread rue Cassius à Paco pour se réinstaller. Parce que les locaux que nous avons actuellement ne sont pas satisfaisants et étaient provisoires de toute façon.
Donc l'idée, c'est quand même là, ce grand projet, s'installer là dans cette grande maison pour qu'on puisse exposer nos œuvres de cette collection en permanence, mieux les faire découvrir. Les gens ont peut-être un peu perdu de vue qu'est-ce qu'il y a dans cette collection, donc c'est important qu'on leur remontre. Tout en continuant ce pilier important du travail du Centre d'Art qui est le soutien à la création contemporaine plastique en Haïti. Donc l'une de vos dernières réalisations, c'est l'exposition REL. Pourquoi REL d'abord? REL, je crois que il y a une forme d'évidence, c'est un peu ce cri qu'on a tous envie de pousser. Oui. Voilà, on a vraiment tous envie de crier actuellement et de pousser ce cri ici en Haïti, où on est tous quelque part pris en otage de cette situation, que ce soit vous Haïtiens, nous étrangers ou gens de passage. On étouffe de ça, on a envie de vivre et de crier cette vie. Et donc ce REL, c'est aussi ce cri que ces artistes, ces 8 artistes exposés dans l'exposition, poussent dans la beauté. Ils le font mieux que nous, hein, eux, ils l'expriment sur des toiles, sur des sculptures, sur leurs œuvres. Et ce qui ressort de cette expression, c'est effectivement ça, ce cri de vie, ce cri de beauté. Et je crois que les gens en ressortent éblouis, regonflés, et ont envie de repartir avec ça en eux. Ces artistes, c'est Pasco, c'est Kili, c'est Seller, c'est Guyodo, Benjamin, c'est Dubrius-Lérisson, c'est David Boyer, entre autres. Et chacune de ces propositions, c'est un appel à la découverte d'un univers. Guyodo, c'est... Alors Guyodo, c'est spectaculaire, hein, et c'est aussi pour ça qu'il occupe tout le rez-de-chaussée de la Maison du Fort. Il a spectaculaire parce qu'il a des très grands formats, assez inédits, et puis il a ces espèces de personnages qui surgissent soit d'une forme d'énergie ou de flamme. Alors il faut se rappeler que Guyodo est l'un des artistes qui a le plus souffert de l'incendie de la Grand Rue en février 2020. C'est aussi de là qu'est né le concept de cette exposition, hein. Et donc on a vraiment tout le poids de cette histoire de Guyodo sur ces toiles et qui surgit comme ça. Il y a une énergie folle qui s'en dégage, mais une énergie très positive, je crois, une force de vie incroyable. Parce que c'est aussi douceur. Alors parce qu'on n'est plus dans la douceur, on est dans l'environnement, l'écologie, on est là peut-être dans un cri justement pour qu'on fasse attention à cet environnement. Avec ces belles fleurs. Qui vit, ce sont les pieds, ce sont les têtes. Alors c'est ces visages qui vous regardent comme ça, les yeux dans les yeux. Ces visages répéter les couleurs, quelque chose de très humain aussi, comme ça, une communauté humaine qui vous entoure comme ça dans l'œuvre de Kili. Ce sont les vévés. Les vévés. Avec des épingles petites têtes, comme on dit. Ça c'est Max Grégoire Benjamin qui a eu un succès phénoménal avec ce travail-là. Travail remarquable de finesse et de patience, hein, des petites têtes d'épingles comme ça par milliers pour constituer des vévés d'une merveille incroyable. Et là, il rejoint aussi toute une tradition d'artisanat du Bel Air, un quartier qui souffre terriblement actuellement et qui pourtant permet de faire surgir ce beau. Parce qu'il y a lui, du Bel Air, il y a Max Grégoire Benjamin, mais il y a aussi David Boyer avec des boutons qu'il réutilise, qui fait des formes assez incroyables, Dubrius-Lérisson et Johnny Cineus, et qui eux ont en commun plus une tradition vaudouisante aussi, hein, qui utilise un peu les lois, les divinités, mais dans une perspective pacifiante, de vraiment, là encore, de belle humanité et de vivre ensemble. La sculpture de Seller, ce sont des objets de récupération, c'est un ange armé d'un fusil, donc c'est l'imaginaire, c'est le vécu qui est restitué par l'artiste dans des sculptures, mais vraiment époustouflantes. Époustouflantes, monumentales, là aussi. Alors vous avez des pneus, des carcasses de voitures, des ventilateurs, sur une belle structure en bois, et comme vous dites, des armes, etc. Et là, on est là aussi... Seller, il est dans la Grand Rue, il y vit, il vit un quotidien qui n'est pas toujours riant, qui est parfois violent. Et tout ça, on le ressent dans ses sculptures et on ressent ce cri pour plus de justice sociale. La scénographie de Pascal Théard remarquable. A été remarquable. Ouais. Vraiment, les gens étaient surpris de découvrir une Pascal Théard scénographe d'exposition. Je pense que nous, au Centre d'Art, on était plutôt convaincus que c'était elle qu'il fallait. C'était un choix qu'on voulait faire depuis longtemps. Et elle a su remarquablement mettre en avant tous ces artistes, les assembler, faire corps, utiliser cette belle maison, aussi la Maison du Fort qui a été restaurée par Focal et qui nous l'a gentiment prêtée, faire appel aussi à Lionel Saint-Pierre pour l'éclairage, est sublime, époustouflant. Donc tout ça mis ensemble, et aussi la belle leçon de cette exposition, c'est que
8 artistes qui travaillent ensemble avec un bel éclairage, une belle mise en scène, toute une équipe derrière. Comme quoi, vraiment, quand on se met ensemble pour un projet commun, on fait du beau quand même. Hein. On fait du beau au niveau commercial. Alors niveau commercial, on a eu des belles surprises. Les œuvres se sont plutôt bien vendues, y compris dans une clientèle haïtienne. Je pense que les gens ont envie aussi d'avoir de l'art haïtien. Certains ont cassé leur tirelire, mais c'est bien d'acheter de l'art haïtien. Ça soutient les artistes, ça soutient la création. Les œuvres sont aussi en ligne et on peut les acheter en ligne sur le site Artsy. Et là, on a eu aussi quelques demandes en ligne, notamment des États-Unis. Je pense que le marché est à creuser aux États-Unis. Les Américains aiment beaucoup l'art haïtien. Il y a beaucoup de collectionneurs d'art haïtien là-bas, en France aussi. L'avenir de l'art haïtien, peut-être plus qu'ici, et peut-être à se diffuser aux États-Unis. La très grande nouvelle, c'est que Miami, et notamment un des musées de Miami, dont je tairai le nom pour le moment avant que le projet ne soit concrétisé, demande cette exposition. Et donc c'est quand même formidable que cette exposition puisse être mise à disposition dans un grand musée de Floride à Miami. Donc l'e-commerce, c'est des perspectives, c'est des champs et des opportunités à creuser. Et je crois vraiment, ouais. Il y a vraiment, parce que finalement ces œuvres, on peut bien les emballer, les envoyer, et les gens achètent en ligne. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire là, parce que l'argent est quand même plus aux États-Unis et en Europe que ici pour le commerce de l'art. Surtout que là, entre le Covid et la crise sociopolitique que nous traversons, le marché de l'art est quand même déstabilisé. Cette réflexion et ces actions stratégiques peuvent être aussi très utiles pour l'artisanat aussi. Bien sûr, je crois que sur l'artisanat, il y a quelque chose à creuser sur le commerce en ligne. Je crois qu'il y a vraiment un attrait fort des étrangers sur l'artisanat haïtien. À chaque fois que je vais à Artisanat en Fête, je vois énormément d'étrangers passer à leur tête et consommer beaucoup d'artisanat. Je pense qu'en ligne, il y aurait un succès fou. Donc il y a des plateformes, il y a Facebook, il y a Twitter, il y a Instagram. Donc oui, et puis des plateformes de vente en ligne. J'ai parlé d'Artsy, mais il y en a d'autres, et je pense que les gens de plus en plus achètent en ligne. Totalement. Donc il y a aussi, si on est dans cette stratégie, la nécessité de formaliser aussi ce marché de l'art, Jean-Mathieu. Alors là, il y a un vaste travail à faire là aussi, peut-être un travail plus collaboratif entre toutes les galeries pour qu'on établisse peut-être des normes communes, qu'on ait un dialogue constant entre nous tous. Il y a peut-être, je dis nous tous, le Centre d'Art n'est pas une galerie, mais nous tous en tout cas. Les acteurs du secteur. Les acteurs du secteur. Donc là, il y a peut-être un travail de structuration un peu à faire là-dessus, de mise en commun de l'information. Bon, je sais qu'il y a une concurrence légitime. Chaque commerce a ses concurrences. Mais les artistes travaillent beaucoup entre toutes ces différentes galeries. Donc je pense qu'il y a tout un intérêt à ce qu'on mette les forces en commun pour faire mieux développer ce commerce. Globalement, quelles sont, selon vous, les perspectives pour les arts plastiques? Bon, les arts plastiques, comme les autres arts en Haïti, ont évidemment un bel avenir, parce que je ne sais même pas si tout le monde est bien conscient de la force de création qu'il y a ici en Haïti. Hein. C'est incroyable. Moi, pendant 7 ans, malgré les vicissitudes de la situation haïtienne, j'ai eu la chance de travailler dans le domaine des arts, et c'est un domaine incroyable. C'est le domaine le plus merveilleux qu'on puisse côtoyer en Haïti, peut-être avec la cuisine et peut-être dans une moindre mesure avec le tourisme. Le tourisme est quand même un peu plus calme en ce moment, mais les arts, rien n'a jamais cessé dans la création artistique en Haïti, et c'est merveilleux de les côtoyer et d'aider à les soutenir. C'est une chose merveilleuse. Vos 7 années et vos expériences culinaires, Jean-Mathieu? Ah ben culinaire, on y est. Bon, moi je suis friand de toute gastronomie, mais alors en Haïti, je trouve qu'il y a quand même quelques saveurs merveilleuses. J'aime le chiktay, j'aime fritaï, j'aime le riz du djonjon, poulet djonjon, etc. Il y a des belles merveilles Et j'ai découvert récemment quelqu'un qui fabrique à Jacmel des produits que je ramène en France, notamment des conficotes, du griot, etc., qui vont me permettre, quand je serai en Bretagne, de refaire vivre quelques saveurs. Et c'est bien sous vide comme ça. C'est des produits bonne bouche, c'est vraiment très bon. Qu'est-ce qui va vous manquer en Haïti? Bon, Haïti déjà, son soleil, sa mer, les montagnes, et puis avant tout les Haïtiens, c'est sûr. La chance que j'ai, c'est, je dis toujours que je suis arrivé en septembre 2014 en Haïti tout seul et que je repars là en mars 2021 à 3.
puisque je repars avec ma femme et mon fils. Donc j'ai au moins une petite partie d'Haïti qui m'accompagne. Mais c'est vrai que tous ces artistes, toute cette création, même si je peux les suivre à distance, toute cette force de vie quand même aussi va profondément me marquer. Toutes ces, j'ai aussi beaucoup aimé ici, c'est marrant, à Paris que je connais bien, qui est une belle ville aussi, hein, mais malgré tout on ne connaît pas ce qu'on a ici à Port-au-Prince et que vous réalisez peut-être pas bien. Il y a énormément de verdure dans cette ville. Elle a beau être cassée, dévastée par le tremblement de terre, etc. Il y a malgré tout une verdure permanente partout. Et vous avez des perspectives incroyables dans la ville de Port-au-Prince. Quand vous descendez de Pétonville au bas de la ville, vous avez des vues sur la baie de Port-au-Prince qui sont sublimes, des lumières qui sont incroyables et des vues sur cette verdure qui sont belles. Et c'est marrant pour une ville capitale qui est quand même étranglée par une démographie galopante, par une poussière, par une pollution, par du bruit. Et bien malgré tout, il y a cette verdure, il y a cette lumière, etc. Ça, je pense que ça me manquera quand même assez. Et puis actuellement, on vit une saison janvier-février qui est quand même la plus douce en Haïti, avec des nuits qui sont fraîches mais agréables, avec des journées qui sont où la température est tolérable. Et donc tout ça, ce beau climat, tout ça, oui, c'est sûr. Et s'il fallait que Jean-Mathieu pose ses mots sur ces 7 ans en Haïti? Ah bon, je voudrais pas me faire prendre au dépourvu sur ce que je peux dire. Évidemment, mes premiers mots vont pour ma femme haïtienne et mon fils franco-haïtien. C'est d'abord ça. Ensuite, ça ira sur l'art haïtien qui m'a fait vibrer et vivre pendant 7 ans et face auquel je me sens tout petit. Je vois beaucoup d'étrangers passer ici, peut-être avec un peu d'orgueil, disant oui, ici c'est ça, c'est ci, c'est ça. Moi je pars après 7 ans en disant, je crois que soit j'ai pas compris grand chose, soit j'ai même carrément rien compris à Haïti, mais que je suis heureux quand même d'avoir soit pas tout compris, soit rien compris, parce que je me suis quand même immergé dans cette culture haïtienne, dans ce peuple haïtien, et que j'ai effleuré tout ça, et que j'en ai été profondément marqué, profondément touché, et que ces 7 ans, c'est une page entière d'une vie quand même. Hein, c'est à la fois beau et surprenant. Bah, c'est-à-dire si vraiment... vous avez fait des choses, mais sans avoir le souci de comprendre. C'est beau et inquiétant à la fois. Alors, j'ai le souci de bien comprendre, mais j'ai le réalisme de dire que j'ai soit rien compris, soit pas beaucoup compris. Et vous savez, ce qui m'a permis de mieux saisir l'étendue des choses en Haïti, c'est les arts. C'est la musique, c'est la littérature, c'est les arts plastiques, c'est la danse, c'est toute cette expression magnifique que savent nous donner les créateurs haïtiens. C'est peut-être par là que j'ai mieux saisi Haïti. Mais vraiment, j'aurais pas l'orgueil de dire que j'ai tout compris en Haïti. À ces regards qui ne croiseront plus les vôtres au quotidien, à ces gens qui vous voient de loin, que vous ne voyez même pas et qui savent que c'est blanc ça qui est l'Institut français. Quelques mots. Ben, leur dire que qu'il y a des gens à l'étranger qui pensent avec amour à Haïti et que je pense que la majorité des étrangers qui passent ici ont plutôt une bienveillance pour Haïti et repartent avec quelque chose de fort qui aura profondément transformé leur vie. C'est l'ancienne ambassadeur de France en Haïti, Elisabeth Beton-Delegue, qui disait ça sur ma page Facebook il y a quelques jours, qui disait vous ne quittez jamais complètement Haïti, et je crois que c'est vrai. Donc voilà, comme je le disais au début de l'entretien, c'est le cœur lourd. C'est le cœur lourd aussi parce que je mesure, j'ai comme une forme de trahison aussi de partir ainsi, c'est-à-dire que c'est difficile de dire je pars parce que la situation me fait peur, parce que je suis angoissé face à cette situation, parce que je ne sais pas ce qu'est en train de devenir Haïti, je ne comprends pas ce qu'est en train de devenir Haïti, alors que beaucoup des Haïtiens vont rester ici et vont vivre et traverser ce tumulte. C'est en toute humilité que je vis ce départ aussi. Après 7 ans, malgré 7 ans d'immersion totale en Haïti, un sentiment fort qui m'habite, c'est celui de me dire je n'ai pas soit
tout compris d'Haïti, soit rien compris, enfin en tout cas me dire vraiment en tant qu'étranger et sans orgueil que j'ai tant à comprendre et à découvrir, et que ce sont les arts, les écrivains, la musique, la danse, le théâtre, des artistes haïtiens qui me permettent de mieux saisir la réalité haïtienne, mais que malgré tout, après 7 ans ici, j'ai cette humilité de dire que je ne comprends pas Haïti encore, je ne comprends pas tout, et que, en tout cas, je comprends encore moins ce qu'est en train de devenir le pays, et dans les mois qui viennent, je pars justement parce que j'ai cette angoisse de ce que le pays est en train de devenir. Et je vis un peu ça comme une trahison, dans le sens où les Haïtiens restent ici à affronter cette angoisse qui grandit chaque jour un peu plus et qui est injuste. Aucun peuple ne devrait être pris en otage ainsi par cette angoisse. Mais je pars parce que j'ai cette possibilité de partir et que malgré tout, je garde Haïti dans mon cœur. Merci en pile, justement, parce que vous êtes là pendant 7 ans. Et pour le travail, vous faites, Valérie, petit tout. Et j'espère qu'on a pu croiser nous l'autre occasion. Et puis moi, je te souhaite, comme on dit, bonne chance pour la suite. Merci en pile. Merci en pile. C'est là de mettre l'édition on bout de l'édition ça. Monsieur Mathieu Femme t'a parlé français. Et on conclut en créole, la plus belle des langues. Nous avons rendez-vous dans notre édition. Kembela. Voilà.